Donc là, moi, ce que je voulais vous dire une sorte d'introduction un petit peu à la question de l'identité hypermoderne, que je continue par rapport à la séance d'avant. Et puis après, pour en venir directement au film, c'est essayer de poser ce que je vous ai rappelé, ou j'ai essayé de vous rappeler dans le mail d'invitation et de rappel à cette séance, c'est-à-dire la question de conditions du sujet versus les conditions du social. Pourquoi? Parce que il me semble que ce qui commence vraiment à être au cœur de ce séminaire, c'est la façon dont notre époque nous interpelle sur l'enjeu, qui est un enjeu un peu conceptuel, mais qui quand même a un sens, je vais vous dire lequel, c'est l'enjeu d'une anthropologie psychanalytique. Bon, c'est un mot qui est un terme qui est un peu, peut-être que vous l'avez entendu, qui est un petit peu, d'une certaine manière, galvaudé ou qui est, disons, utilisé un peu facilement à certains moments. Mais sauf que c'est un terme qui, effectivement, nous pose, nous, dans nos pratiques, des problèmes assez conséquents. Quand on s'intéresse au numérique, la première chose la plus évidente, c'est de s'intéresser à la façon dont le numérique, il intervient dans l'espace thérapeutique. Bon, ça, c'est la réalité, effectivement, des modifications du cadre, voire des modifications des dispositifs thérapeutiques. C'est Olivier qui qu'en parle le mieux de ce point de vue-là, c'est-à-dire la façon dont véritablement ça va organiser des perspectives thérapeutiques avec le soutien. Donc, pour vous donner un exemple, quand on parle de faire une séance en visio avec un patient, ça modifie pas vraiment le dispositif, ou en tout cas, ça le questionne pas de la même manière que si on essaye d'articuler une médiation avec des robots. Bon, c'est une ouverture du cadre, c'est un changement du cadre qui doit être pensé, c'est l'intervention d'un dispositif technique pour faciliter, pour modifier un tout petit peu ce cadre, mais foncièrement, est-ce que le dispositif est remis en question? Pas nécessairement. Ou en tout cas, c'est ces questions-là qui se posent. Donc là, ça, c'est le premier aspect, si vous voulez, de préoccupation de ce séminaire. C'est l'aspect le plus direct. Et ensuite, il y a l'aspect plus étendu dont on a quand même beaucoup parlé, et spécialement Jérémy et moi, c'est-à-dire comment on prend en considération les mutations du social et les mutations de notre époque, puisque j'en parlais en termes de modernité, postmodernité et puis hypermodernité, pour écouter différemment les patients, pour entendre aussi l'évolution à la fois psychopathologique, l'évolution des problématiques et l'évolution du positionnement éventuel d'un sujet tel qu'il s'entend dans une cure analytique ou même dans une psychothérapie. Mais sauf que ça pose un problème. Ça pose un problème qui est véritablement un problème de méthode pour le coup et qui est un problème épistémologique. Lequel? Si on essaye de faire simple, euh, quand Freud, en 1921, dans Psychologie des foules et Analyse du moi, il dit, bon, bah voilà, la psychologie individuelle, c'est une psychologie collective. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Parce que là encore, ça fait partie des phrases où on dit, bon, bah, il n'y a pas de problème, en fait. La psychologie individuelle, c'est une psychologie collective. Mais en fait, il y en a un gros. Et le problème, c'est quoi? C'est que Freud ne se pose pas la question de la psychologie collective. Il s'y pose dans une extension de la psychanalyse à travers des articles et puis justement des ouvrages qui lui ont permis d'être dans une approche qu'il dit lui-même spéculative, qui sont en fait plus des travaux presque d'anthropologie ou alors même de philosophie. Malaise dans la civilisation, pour vous le rappeler un petit peu, c'est 80% du texte, c'est un traité sur le bonheur, tel qu'on pourrait le retrouver chez Aristote avec l'éthique à Nicomaque. Bon, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Comment ça se construit? Donc la question de la propreté, de la beauté, quels sont les facteurs qui organisent le bonheur? Et donc il reprend à travers, d'une certaine manière, une certaine idéologie du surmoi. Et c'est ça qu'il va qualifier à la fin, le surmoi de la culture, tout attaché. Bon, mais en tant que tel, au niveau justement du cadre et de la façon dont on exerce et de la praxis psychanalytique, bon, la question de la psychologie collective, bah, Freud, il en tient assez peu compte. Et il y a un élément qui va d'autant plus dans ce sens-là, c'est qu'il ne faut pas oublier que la plupart des patients que mentionne Freud sont des patients qui sont à la marge du social. Donc, ils le sont d'une part parce que pour les hystériques, elles sont souvent soit hospitalisées, soit elles sont dépendantes du cadre familial, elles sont sans emploi, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas véritablement intégrées dans le maillage social. D'où la référence au contexte de la famille.
Évidemment, l'homme au loup, par exemple, lui qui a beaucoup d'argent, qui vient d'une famille qui est aisée, là encore, qui s'inscrit pas du tout dans un cadre qui est justement un cadre social de travailleurs, nullement. Et cette dimension-là, qui est spécifique, qui est un biais vraiment clinique chez Freud, va être redoublée par un autre biais, qui est que le dispositif clinique, la praxis psychanalytique du temps de Freud, elle s'effectue sur une durée assez courte, qui concentre du coup l'observation clinique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une analyse telle qu'elle se faisait à l'époque de Freud, elle se faisait en 3 mois, 6 mois, en une durée qui était en fait assez brève, avec un nombre de séances qui était extrêmement conséquente. Il le dit lui-même dans les écrits techniques, pour essayer de faire en sorte de limiter au maximum les facteurs extérieurs. D'où le fait qu'il conseille très clairement et explicitement dans les écrits techniques d'éviter de faire tout événement ou de produire tout changement qu'il qualifie de symbolique. Par exemple, il était hors de question pour lui que je sais pas, on décide d'entreprendre des études, qu'on change de ville, qu'on se marie, c'était impossible pour lui par rapport à l'analyse. Ça viendrait justement biaiser ou ça viendrait interférer avec le contenu de l'analyse. Donc évidemment, de ce point de vue-là, bah, le cadre de l'analyse et l'analyse telle qu'elle se pratique aujourd'hui, bah, ça suppose des changements qui sont importants. Et notamment, c'est-à-dire la place de l'ouverture à l'extérieur. L'ouverture à l'extérieur, pourquoi? Pour ces deux, on reprend encore ces deux motifs-là, parce que, a priori, la plupart des gens que vous allez recevoir et que vous recevez déjà sont des gens qui sont quand même intégrés dans un maillage social. Qui sont, pour la plupart, ils ont quand même un emploi, pour la plupart, ils ont un réseau social qu'ils entretiennent, qu'ils modifient, et c'est d'autant plus le cas du fait du deuxième facteur, c'est-à-dire qu'un travail psychothérapeutique ou un travail analytique, bah oui, ça se met sur le temps long, et ça suppose qu'il y ait des interactions constantes avec la vie sociale. Donc, cet idéal qui était, disons, pour reprendre la métaphore de Freud, qui est un idéal de l'or, bon, on est face à une réalité clinique du plomb. Donc, on doit faire avec ces disparités, avec ces petites différences qui fait que, justement, le cadre analytique s'ouvre et est nécessairement en ouverture par rapport au social. Et c'est là où intervient une certaine nécessité de questionner la place du social et la façon dont le social a des répercussions sur la possibilité de notre travail et donc sur la possibilité d'une analyse du sujet. Donc là, vous voyez, là, je suis resté vraiment au niveau de la praxis, au niveau de qu'est-ce qui se passe quand on accueille des gens et à quel moment, d'une certaine manière, on peut commencer à faire des hypothèses qui vont être nécessaires sur l'implication du social. Bon, mais il y a un autre élément qui va être un élément qui aura encore plus de poids. C'est que, pour le dire très, très schématiquement, tant que les facteurs sociaux sont des facteurs qui viennent en concurrence avec les facteurs subjectifs, bon, c'est pas bien grave, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va avoir une influence, mais qui ne sera pas une influence déterminante ou trop contraignante par rapport aux facteurs psychologiques. En revanche, quand on constate que, ou alors qu'on fait l'hypothèse qu'on est dans une société qui construit de plus en plus des facteurs sociaux ou des facteurs socio-économiques qui amènent une contrainte sur les individus, eh bien cette contrainte suppose que c'est au détriment d'une possibilité subjective. On passe du coup de la possibilité de faire coexister des facteurs socio-économiques et facteurs psychologiques, à une domination des facteurs socio-économiques sur les facteurs psychologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça crée quoi? Ça crée l'avènement et les mutations à l'intérieur même de nos professions. C'est-à-dire des patients qui, d'une certaine manière, n'ont aucun repère sur ce que ça pourrait bien vouloir dire qu'un sujet, une subjectivité, un désir propre. D'où le fait que par moment, il y en ait qui nous interpellent dans une position qui n'est plus une position de psychothérapeute, je parle même pas d'une position d'analyste, mais qui serait une position de coach, qui serait une position de suggestion. C'est-à-dire une position qui les ramènerait d'autant plus
à l'ordre social, qui du coup est contraignant. Est-ce que cette différence-là est claire? Oui, c'est clair. C'est une question importante parce que là, je fais juste une toute petite digression, très rapide. Le social, tel qu'il, par exemple, on peut essayer de le penser à travers des auteurs comme Max Weber, parce que je pense que il y a un enjeu qui est au cœur de l'analyse socio-économique aujourd'hui, qui est l'enjeu qui a été posé par Max Weber et qui a été ensuite repris largement par Bourdieu, c'est la question de la domination. Donc, la question de la domination, elle est importante. Là, je vais vous donner un exemple pour voir comment cette question de la domination a une place à un niveau socio-économique et comment elle interpelle ou elle pourrait interpeller la façon dont on écoute cliniquement des patients. La question de la domination, elle vient se poser comme étant une interrogation socio-économique sur les critères et les facteurs du social tels qu'ils exercent une pression sur des individus. Bon. Et une pression qui devient effectivement contraignante, qui amène ce que Foucault a appelé du disciplinaire. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas justement de construire une harmonie sociale, il s'agit au contraire de renforcer au maximum le poids, le pouvoir d'une autorité sur des minorités. Bon. Ça, c'est ce qui s'analyse dans ce lien entre l'économie et l'économie capitalistique et le social tel qu'il est pensé depuis le milieu du 19e siècle. Donc c'est l'enjeu marxiste, et puis après c'est la reprise qu'on a fait, notamment la lecture weberienne. Max Weber était, contrairement à généralement ce qu'on pourrait supposer, avant d'être sociologue, ou enfin c'est même pas avant d'être, c'est que avant tout, il était a priori professeur d'économie. Donc toute sa vie, il l'a fait en tant que professeur d'économie, pas en tant que sociologue. On pourra répondre évidemment qu'il n'y avait pas de chaire de sociologie à cette époque, où il y en avait très peu. Effectivement, c'était une discipline naissante. Mais il faut avoir ça en tête aussi, c'est-à-dire que ces réflexions sur le social, elles débouchent, enfin, ou elles découlent, dans un premier temps, de cette réflexion marxiste et des mutations économiques, du taylorisme du début du XXe siècle, de l'industrialisation. Donc on a commencé à s'interroger bizarrement sur le social à partir de la dérive économique capitalistique, ce qui est quand même particulier. Le social est, d'une certaine manière, c'est ce que raconte Richard Sennett dans La culture du nouveau capitalisme, est un produit du capitalisme. Je trouve ça assez intéressant de le penser comme ça, au lieu de penser que le social préexistait à l'économique. Non, l'étude du social n'allait pas de soi, avant qu'on en arrive à commencer à pressentir les dérives qui étaient des dérives économiques. Bon. Ça, c'est disons, je pose ça là comme un élément qu'on va pas forcément reprendre parce que l'idée, c'est pas non plus de creuser ou de vous présenter trop des auteurs qui appartiennent à des disciplines là qui nous amèneraient un peu loin, ou quitte à le faire, dans ce cas-là, le faire vraiment dans une séance dédiée. Donc, là, j'essayais de vous pointer juste et de mettre en avant cet enjeu qui était l'enjeu socio-économique de la place de la domination qui a donné lieu en philosophie, et notamment chez Foucault, à la place du pouvoir et des enjeux disciplinaires liés au pouvoir. Maintenant, si on essaye de reprendre ça et de le traduire dans des termes qui sont des termes qui impliquent la subjectivité. Ce qui se joue pour moi dans beaucoup de patients que j'entends, c'est précisément la place de ce fantasme de domination-soumission. C'est-à-dire, si on le traduit à travers une grille qui est cette fois-ci une grille métapsychologique, la façon dont les pulsions partielles vont prendre une place extrêmement importante, à la fois dans la façon des individus, des personnes, des sujets vont essayer de se raconter à travers les relations qu'elles vivent, mais aussi dans la façon dont ça va faire écho dans le transfert. D'où les problématiques de crainte et d'angoisse d'abandon, de crainte de soumission, de toutes ces menaces qui viennent émerger là, qui sont toute cette pléiade de fantasmes, qui se rattachent à des fantasmes que l'on qualifie un peu conceptuellement de primaires, voire même dans certains cas d'archaïques en psychanalyste, mais qui sont là et qui se rejouent dans le transfert aussi avec les patients. Donc vous voyez, la question de la domination à un niveau socio-économique, qui vient éventuellement s'interroger dans le place de la praxis psychanalytique à travers la prédominance ou alors l'importance de ces fantasmes
qui relaye des pulsions partielles, et notamment ce fantasme de domination, de soumission. Bon, je fais pas le pas, comme vous pourrez le constater, entre fantasme de domination-soumission au fantasme supposément sadomasochiste. Ça, c'est encore pour moi une question différente. Est-ce que tout fantasme de domination-soumission est un fantasme sadomasochiste? Euh, c'est ce que certains supposent. C'est tout l'enjeu justement de certaines thèses qui vont venir forcer une lecture aujourd'hui d'une mutation psychopathologique vers les perversions. Bon, moi, je trouve que c'est beaucoup s'avancer par rapport à ce qu'on entend tous les jours. Et même des fois un peu forcer le trait psychopathologique. Et même à la fin, je suis même pas tout à fait sûr de savoir si ça a un véritable intérêt, si ça nous ouvre les oreilles et puis ça nous permet de faire preuve d'un peu plus de capacité d'accueil des gens et des personnes. Bon, ça c'était une petite reprise que je voulais essayer de mettre au point avec vous pour justement essayer de vous faire comprendre comment pendant toute cette année se sont articulés un petit peu cet enjeu justement conditions du social versus conditions du sujet. Ce qu'il a été de l'ordre à la fois de ma sensibilité et puis de ma réflexion, ça a été d'essayer de penser cette question des conditions sociales à travers une problématisation, disons, des différentes ères ou des enjeux d'époque se rattachant à la perspective moderne. D'où les différentes séances que j'ai accordées à la question de la modernité, de la postmodernité, et en mettant en avant l'hypothèse qui m'a semblé être une hypothèse à la fois judicieuse, mais surtout pratique, pour essayer de penser les problématiques justement de nos praxis respectives, c'est-à-dire la problématique de l'hypermodernité, telle que a pu commencer à le formuler Gilles Lipovetsky. Donc, à partir de je ne vais pas reprendre plus, puisque l'hypermodernité, j'ai passé quand même beaucoup de séances, et notamment la dernière fois en vous présentant la différence entre l'identité réflexive et l'identité institutionnelle, ou même en abordant deux concepts par un philosophe canadien qui s'appelle Charles Taylor, deux concepts qui s'appellent l'atomisme et l'instrumentalisme. Il y a un article qui va sortir bientôt qui reprendra exactement ces sujets-là. Si vous avez envie de le creuser et même de me faire un retour, ce serait un plaisir. Bon, donc ça, pour l'instant, je le laisse tel que j'ai déjà essayé de le présenter jusque-là. Mais j'en arrive du coup à une actualité qui est une actualité qui nous ramène beaucoup plus directement dans le cadre de, de la psychanalyse. C'est l'actualité de la parution de 2 livres. Je vous ai mis toute la bibliographie, comme ça vous avez tout. Là, c'est la bibliographie pour aujourd'hui en reprenant certaines choses. Et là, comme ça, vous pourrez voir aussi les 2 livres dont je vais parler. Ces 2 livres que je mets de 2 psychanalystes, je vais essayer de mettre un petit peu dos à dos. Le premier, c'est le livre qui est cité là, qui est le livre d'Elisabeth Roudinesco. Peut-être que certains l'ont lu, qui s'appelle Soi-même comme un roi. Bon, c'est ce livre-là. Et le deuxième livre, qui est celui de Laurie Lofer, qui s'appelle Vers une psychanalyse émancipée, renouée avec la subversion. Ces 2 livres, ils sont intéressants presque à lire ensemble, ou à lire côte à côte, parce que, d'une certaine manière, ils exemplarisent assez bien des positions quand même aux antipodes l'une de l'autre. Une position qui est une position traditionnaliste de la part de Roudinesco, avec ce que ça a aussi de bien, et puis en plus c'est-à-dire qu'on connaît, c'est plus qu'une réputation de Roudinesco, c'est-à-dire qu'elle a énormément de culture, elle a une très grande capacité justement à faire simple, à clarifier les choses, à aller à l'essentiel, et elle sait aussi, bon, ça encore, il faut vraiment lui reconnaître, elle sait donner des très bons exemples. Et notamment, un des exemples qu'elle donne, elle donne un exemple où elle se retrouve invitée à l'occasion d'un colloque au Liban une sorte d'intellectuel libanais. Et pendant ces journées de colloque, elle finit par avoir une discussion avec lui, et puis lui disant, grosso modo, qui êtes-vous? Et donc, en lui demandant qui elle est, il va lui dire, oui, vous êtes en fait une juive orthodoxe, en accolant tout un tas en fait de mots
là on en est au stade du mot, qui serait censé contenir la définition, l'identité d'Elisabeth Frodinesco. Elle le raconte très bien, peut-être elle le scénarise un petit peu. Sa réponse a été, même si ça n'a pas forcément été extrêmement poli de sa part, de lui dire non, je suis pas juive orthodoxe, je suis française. Lui, réessayant, libanais, réessayant en disant mais non, mais vous êtes polymorphique, donc vous êtes plein de choses. Vous êtes, dites-moi, vous êtes hétérosexuel, vous êtes française, mais alors parisienne, mais dites-moi, racontez-moi toutes les formes d'identité et déclinez-la. Et elle répond inlassablement, je suis française. Presque à l'image du texte très connu de Montesquieu, c'est-à-dire, bon, je suis persan, quoi. Et ça devient finalement un objet énigmatique. Elle se sert de cette histoire-là et de la perplexité, du coup, de son interlocuteur à sa résistance. Dire, pourquoi voulez-vous que j'ai besoin d'être autre chose que ça? Ça suffit. Je suis française, ça va. Ou je ne sais pas quoi. Et elle donne cette expression qu'elle reprend de Michel Serres. Elle dit, voilà, moi, l'identité telle que ça se pensait, à mon époque, puis dans une perspective psychanalytique, c'est cette expression de Michel Serres, je suis je, voilà tout. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, l'enjeu justement de la subjectivité, c'est comment il s'exerce à travers des objets. Donc dès qu'on parle d'identité, on parle déjà, ou on est presque à l'endroit de la confusion, ou disons d'une certaine aliénation subjective. La façon dont il se lie à des représentations de soi, à des représentations liées au social, ce qu'on a appelé, justement, on a pu faire la différence entre l'identité subjective et l'identité objective, c'est ça. L'identité objective, c'est ce qui est beaucoup plus déterminé comme venant de l'extérieur, là où l'identité subjective, bon, est supposément pris dans une capacité à s'auto-reconnaître, à se reconnaître soi-même à travers des représentations privilégiées. Bon. Donc là, son point de vue, il est caricatural. Ce terme, je l'emploie pas de manière négative, c'est-à-dire que il est vraiment traditionnaliste. Et il est illustratif aussi d'une certaine résistance de la psychanalyse, ou disons des intellectuels se préoccupant de la psychanalyse, à justement à aller dans le sens d'un débat d'époque, ou aller peut-être dans le sens d'un questionnement d'époque, comme elle le fait justement avec cet intellectuel libanais. Non, je suis juste française. Et de l'autre, on a Laurie Lofer. Laurie Lofer, pour celles et ceux qui la connaissent pas, elle est professeure à Paris 7. Elle est particulièrement impliquée dans sa recherche sur les études de genre et notamment sur les théories queer. Donc, Laurie Lofer, au contraire, elle a une perspective qui est une perspective, comme elle le dit très bien, c'est-à-dire émancipatrice. Émancipatrice au niveau du sujet, c'est-à-dire que là, elle se joue d'un terme de Lacan qui est la question de la subversion du sujet. Donc, elle relie directement à le problème de l'émancipation. C'est là où il y a une nuance, qui est une nuance en fait importante. Subversion et émancipation. Et je voulais juste mettre en... là encore, c'est un livre très intéressant. Sauf que il pose une question à la fin, qui est une question qui est embarrassante. Le livre se termine justement sur peut-être une des questions qui est au cœur du débat, c'est-à-dire la façon dont la psychanalyse prend de la distance avec l'enjeu du maître, donc de l'autorité. Elle le dit, c'est la dernière phrase, nous l'aurons compris, il s'agira de mettre un terme au maître. Dernière phrase du livre. Le problème de cette phrase, c'est qu'il y a un de mes collègues qui avait qualifié ça d'un peu naïf. Pourquoi ça pourrait être naïf? Je ne crois pas que ça le soit, parce que je pense que avant tout, ce qu'il faut dans la pensée, c'est de pouvoir poser des problèmes, et déjà que ça puisse exister comme tel, et de proposer des choses qui soient claires, c'est son cas. Elle a posé un problème, et puis elle a proposé quelque chose de clair, dans un point de vue qui nous fait avancer. En revanche, là où ce questionnement, pour moi, disons qu'il est un peu embêtant, parce qu'il entretient l'illusion que cette question du maître,
relève justement d'une possibilité qui est une possibilité consciente. Le maître, entendu en psychanalyse, c'est-à-dire se référant à la place de l'idéal du moi, qui mène jusqu'au surmoi, évidemment est pris dans une identification, ce que Freud appelle l'identification au père, on peut l'appeler autrement, mais une identification qui vient constituer, organiser. En l'occurrence, la névrose, et plus précisément pour Freud, les possibilités de névrose de transfert. Ce qui est deux choses différentes. La névrose et la possibilité, qui donc est une possibilité thérapeutique, de la névrose de transfert. Il faut toujours avoir en tête que pour Freud, la névrose de transfert, c'est une névrose virtuellement organisée à travers la relation thérapeutique avec le médecin. Donc, pour lui, c'est un médicament, la névrose de transfert. C'est ce qui permet justement l'avancée de la cure. S'il n'y a pas cette possibilité de transférer précisément, bah dans ce cas-là, la névrose, elle en reste à un état qui est un état désorganisé, ce qui se référait avant, dans les premiers textes de Freud, c'est-à-dire à une névrose d'angoisse. Une névrose qui est collée à ces crises d'angoisse, qui deviennent donc des crises de panique, et qui n'ont pas de possibilité justement de faire avec le monde imaginaire fantasmatique ce que suppose précisément le transfert. Donc, là où ça pose un problème, qu'elle estime que ce soit une perspective, disons, appréciable ou importante pour la psychanalyse que de se départir de l'enjeu de la maîtrise ou de l'enjeu du positionnement du maître, c'est qu'elle ouvre sur une impossibilité d'utilisation d'un outil qui est quand même clé de la psychanalyse, c'est-à-dire le transfert lui-même. Évidemment, il faut nuancer ce propos. Je ne le nuancerai pas aujourd'hui, mais j'indiquerai juste qu'il faut le nuancer. Vraiment, c'est nécessaire, parce que là, je fais référence au transfert tel qu'il était pensé chez Freud. Heureusement qu'il y a eu une possibilité de penser à un transfert beaucoup plus complexe, qui prenait en considération des éléments qui étaient des éléments du coup infra-représentatifs, qui supposaient aussi une référence aux imagos parentaux peut-être beaucoup moins clairs, ce qu'on a aussi beaucoup pensé dans le cadre des thérapies à la fois de patients psychotiques et évidemment telles que on a pu y réfléchir. Je pense là à Christopher Bollas ou évidemment à André Green, dans le cadre de patients qu'on appelle limites, quelle que soit la validité de ce terme et après ce qu'on en pense. Mais en tout cas, dans des configurations cliniques et des configurations psychiques qui, disons, mettraient moins en avant cette prédisposition au transfert tel qu'on a pu le connaître et pu le conceptualiser avec Freud. Bon. Donc, d'un côté, en fait, réductionnisme du sujet, réductionnisme jusqu'à son os, je suis je, voilà tout. Et de l'autre, contestation de l'existence du maître jusqu'à oublier son existence même. Bon. Donc, cette identité, l'identité hyper moderne dont je vous parle, c'est donc une identité qui est entre les deux, qui essaye de faire avec ces deux aspects-là, justement, de la théorisation. C'est une identité qui prend très au sérieux ce que disait Elisabeth Rodinesco, c'est-à-dire que celui qui dit je suis je, voilà tout, c'est celui aussi qui, par extension, à un certain moment, se met dans une position d'auto-reconnaissance par rapport au social. C'est c'est ce à quoi j'avais fait référence dans les dernières séances, notamment à travers le modèle de l'artiste, par exemple, où en prenant appui sur certains développements de Schumpeter, c'est ce que lui a sacralisé à travers la figure de l'entrepreneur. Celui qui dit je suis je, voilà tout, c'est l'entrepreneur de sa vie. Celui qui, au contraire, existe et pense sa subjectivité dans une velléité de faire chuter le maître, voire même dans une contestation de son existence même, c'est celui qui finalement s'organise dans une forme qui n'est plus une forme de contre-investissement obsessionnel, qui n'est plus dans une forme qu'on pourrait se rattacher à un cadre névrotique, mais dans une forme qui est une forme revendicative. C'est-à-dire qui est à la limite de tendance et d'une demande qui est une demande
presque, presque pseudo-paranoïaque à la fin. Ça, vous le voyez évidemment de manière très fréquente, c'est-à-dire toutes ces interpellations à des systèmes supposés, à des idéologies qui sont des idéologies qui finissent par être complotistes, qui finissent par, justement parce que à la fois le maître n'étant nulle part ou voulant tellement être chuté et être destitué, il finit par être partout. C'est ça tout le problème. Précisément parce que le sujet n'existe pas sans cette perspective et cette possibilité d'abolition du maître. C'est là tout le problème de ce que raconte Laurie Lofer. Et d'ailleurs, l'ironie du livre lui-même, c'est une autre ironie par rapport à Elisabeth Rodinesco, c'est s'il n'y avait pas cette dernière phrase, est-ce qu'il y aurait toujours un livre? C'est exactement de ça dont je vous parle. Est-ce qu'il y aurait toujours une parole s'il n'y avait pas besoin de cette dernière phrase, donc de cette remise en question de la place du maître? Ce qui articule la subjectivité de ce positionnement-là, c'est du coup une subjectivité qui est tenue dans la place du grand autre par la place du grand autre. Donc on fait difficilement plus aliéné d'un côté et de l'autre. C'est ça le paradoxe de notre époque. Bon, là, je vais en venir au film. Je vois que ça avance, il est 45. Donc, ce qui m'a intéressé pour mettre les choses de manière un peu plus pratique, peut-être un peu plus claire pour certains d'entre vous, ou même peut-être pour moi aussi, ça a été de faire référence à ces trois films. Alors pourquoi je les ai choisis? J'ai commencé un petit peu par vous dire un peu pourquoi j'ai choisi. Il se trouve que c'est des films que j'ai vus. Je pense que sincèrement, j'ai dû les voir une quinzaine de fois dans ma vie, ces films. Le premier film, qui est donc, c'est-à-dire qui est la chute de l'Empire américain, le déclin de l'Empire américain. Donc, c'est un film de 84, si je me trompe pas. Dans ce film de 84, c'est un film qui commence d'emblée. Le pitch général, c'est assez simple. C'est un groupe d'amis qui se retrouvent dans une maison de campagne pour manger ensemble et puis pour passer la soirée ensemble. Le film est divisé en deux temps. Un temps où on voit le groupe des femmes ensemble et en même temps le groupe des hommes qui est déjà dans la maison. Et puis, à partir du milieu du film, exactement le milieu du film, il y a la réunion entre ces femmes qui arrivent de l'extérieur et ces hommes qui sont déjà à l'intérieur. Donc, évidemment que là, il y a une inversion des valeurs traditionnelles qui va tout à fait avec la question de la postmodernité, c'est-à-dire que c'est les femmes qui sont représentées comme étant celles qui sont à l'université, qui enseignent, qui parlent de sexualité en faisant de la gym, qui s'occupent de leur corps, qui ainsi de suite, qui sont à l'extérieur. Et les hommes qui sont à l'intérieur, dans cette maison, qui préparent le repas, qui font, je crois qu'ils font un saumon en croûte, voilà, ils préparent des mets sophistiqués justement dans l'attente que les femmes arrivent. Donc on est évidemment dans une inversion très, très même figée des codes traditionnels du patriarcat. Le film commence sur deux choses. Avant le générique, ça commence par un professeur, c'est une des personnes de ce film, c'est-à-dire que le personnage de Rémi, qui est professeur d'histoire à l'université, parle de la dimension morale de l'histoire. C'est donc une petite séquence d'une intervention qu'il fait dans un cours en disant, grosso modo, l'histoire est amorale. Ça n'a pas de morale. Générique. Et ensuite, on passe à une interview d'un des personnages importants aussi, qui s'appelle Dominique, et Dominique, qui est, elle, professeure de, je crois, d'histoire aussi, Dominique Saint-Arnaud, qui est professeure à l'université. Elle fait une interview à l'occasion de son livre qui s'appelle Variance de l'idée du bonheur. Vous verrez, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi je vous ai rappelé que Malaise dans la civilisation tout à l'heure était un petit traité ou un essai sur le bonheur. C'est ça dont elle parle. Elle dit, bon bah voilà, ce qu'on observe, c'est ça l'interview, dès le début. Ce qu'on observe, c'est que l'idée du bonheur et la considération que les gens ont pour le bonheur n'a cessé d'augmenter à mesure que les sociétés déclinaient dans leur puissance économique et dans leur puissance sociale. C'est-à-dire qu'elle articule deux choses.
plus on est en déclin, plus on est, je préférerais ce terme parce qu'il serait un terme plus juste économiquement, en récession, plus l'idée du bonheur, l'idée d'une autosatisfaction va émerger. Et sera un critère en fait d'appréciation de la qualité de vie et de la façon dont on s'estime soi-même dans un rapport social et dans un rapport personnel. Donc c'est intéressant qu'il commence par là, d'autant plus que c'est ce qui est assez drôle. Il y a une petite remarque que peut-être certains ont vue, c'est qu'à la fin de cette interview qui est donc faite par un autre personnage important du film qui est Diane. Donc c'est Diane en fait et puis Dominique qui se retrouvent qu'ils s'entendent pour faire un interview. Donc Diane travaille pour un journal et puis Dominique est professeur. Et à la fin, une fois que le micro est coupé, Diane lui dit oui non il faudrait que tu en rajoutes un peu plus, il faut que tu mettes 5 minutes en plus parce que oui bon fais comme d'habitude quoi. Tu dis le déclin des élites, tu racontes, tu fais tous les poncifs qu'on peut imaginer sur ces sujets-là. Et elle rajoute une chose qui est mignonne, elle dit bon on espérait avoir Milan Kundera, mais on n'a pas pu l'avoir. Je ne sais pas si vous savez qui est Milan Kundera et sur quoi il écrit. Milan Kundera, pour le dire très très simplement, et même si c'est un peu lui manquer de respect que de résumer son œuvre aussi vite, Milan Kundera, il écrit sur les désillusions de l'amour disons l'ironie profonde des relations amoureuses. Pour ne faire référence qu'à un de ses livres les plus connus, L'insoutenable légèreté de l'être, vous y verrez en fait toute la problématique qui est véritablement la problématique postmoderniste du déclin de l'idéal du couple et de l'idéal amoureux. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que dans cette interview qui donc marque le début du film, l'exemple qu'elle donne par rapport au bonheur, c'est précisément le mariage. Bon. Donc, je vous ai fait un petit pitch sur ces quelques premières minutes parce que c'est annonciateur de tout le film. Ce dont le film va parler, c'est des relations sexuelles, du rapport à la sexualité, du rapport à l'engagement, du rapport au couple. Donc, tout ça sur fond d'un moment qui pourrait être un moment réjouissant, où ils sont là pour manger, ils sont là pour passer du temps ensemble. Ils sont tous plutôt très très bien éduqués, extrêmement cultivés. Ils représentent quelque chose d'une sorte d'idéal culturel tel qu'on peut le penser en Occident. Il y a peut-être un bémol en Occident et puis aux États-Unis, dans une culture qui est un tout petit peu différente, mais quand même, qui peut se penser dans la continuité de l'idéologie occidentale. Donc, dans un moment qui est un moment qui va devenir un peu un huis clos, va se produire une dramatisation qui va arriver par plusieurs côtés. Bon, il va y avoir la question du sida qui sera amenée par un des personnages, donc débat d'époque, qui va organiser une forme de désillusion liée à l'époque. Il va y avoir la question justement de la fidélité, donc un des couples qui va disons, se confronter à l'infidélité chronique, on pourrait dire, ou en tout cas l'infidélité persistante d'un des personnages et l'impact que ça peut avoir sur leur couple. Et encore un autre couple, la question de la différence d'âge telle qu'elle va se poser entre le personnage de Pierre et puis de cette jeune femme qui s'appelle Danielle, qui est une étudiante qu'il a, qu'il a rencontrée et puis dont il est tombé amoureux. Donc ce mélange des genres qui va venir reprendre toute la problématisation post-industrielle et post-moderniste sur donc qu'est-ce qui est au cœur de cet enjeu postmoderniste, c'est un désenchantement profond. C'est-à-dire ce que on a repris et puis ce que je vous avais présenté avec notamment la référence à Lyotard, c'est-à-dire un abandon des grands récits. C'est des gens qui, bon, picorent à droite à gauche avec une grande culture, mais fondamentalement, ils ne s'y réfèrent pas pour construire quoi que ce soit de leur quotidien et de leur monde. Donc, finalement, même s'ils sont dans un contexte qui est un contexte qui pourrait paraître joyeux, ce qu'on voit, c'est des personnages qui sont relativement livrés à eux-mêmes, à leurs espoirs de jouissance, et puis après, du coup, à la fragilité du lien social tel que ils vont devoir l'assumer,
par rapport à ces mêmes jouissances? Est-ce qu'un couple peut arriver à résister à une envie assumée ou en tout cas partiellement assumée de la part d'un des personnages de vivre des conquêtes de manière incessante? Bon, comment tout ça arrive à se marier? Comment ces vieilles idées qui sont des idées justement là très classiquement du patriarcat et puis de la modernité vont pouvoir se concilier avec cette chute des, des idéologies et cette chute des grands récits tels qu'on a pu le penser par Lyotard. Donc, là encore, ce qui est intéressant et ce qui ressort d'autant plus de ce film, c'est que il y a cet écart qui est là entre le plaisir de l'instant passé, et j'insiste sur ce terme de l'instant passé, du moment passé, et puis après toutes ces perspectives qui sont des perspectives qui vont devenir ou qui sont déjà presque sous nos yeux des perspectives ravageuses qui pourraient potentiellement compromettre toute la possibilité de vivre ce moment. À force de jouissance, à force de déresponsabilisation généralisée, est-ce que ces relations-là vont arriver à tenir? Bon, pour l'instant, ça c'est ce que je pourrais vous dire du premier film. Le deuxième film, donc comme le précisait Martine tout à l'heure, il s'inscrit dans la continuité du premier. Donc c'est les mêmes personnages. Donc à la question que j'ai posée, c'est-à-dire est-ce que ces liens vont perdurer? Bah oui, ils perdurent. C'est ça que nous apprend le deuxième film. Ils sont toujours amis, ils sont toujours liés, sauf que ça se ressent sur un personnage qui est le personnage de Rémi, qui formait le couple avec Louise. Et c'était justement Rémi qui était volage et qui était jusqu'à du coup remettre en question son couple ou le fragiliser suffisamment pour que on comprenne qu'ils aient décidé de rompre. Ça, c'est ce qu'on comprend par le deuxième. Ils sont plus ensemble, ils se sont séparés il y a longtemps. Mais Rémi est malade. Il a un cancer et finalement, il se retrouve assez seul face à sa maladie. Donc là aussi, on a un autre marqueur, ce qui était déjà évoqué par la question de la maladie à travers le sida, qui donc était aussi en référence à des minorités, ce qui a été un certain discours justement des années 80. Ça touche les autres, ça me touche pas moi. Là, tout d'un coup, on a une référence à une maladie qui touche tout le monde, à n'importe quel âge. Donc c'est le cancer qui est au milieu et qui vient poser justement la dimension barbare telle qu'elle se présentait dans un enjeu qui est un enjeu post-industriel, mais qui un enjeu post-industriel plus que déclinant cette fois-ci. Et là, il va venir une articulation, le film va présenter une articulation qui est passionnante, qui est l'articulation générationnelle. Ce qui existait peu dans le premier film, ce qui existait un tout petit peu à travers un personnage qui était plus jeune que les autres, qui s'appelle Daniel, qui était celui qui était encore en thèse, qui était assez jeune, et puis après l'autre personnage qui était, je sais pas si pour ceux qui l'ont vu, dans le premier, il y a deux personnages un peu en miroir, qui s'appellent Daniel et Daniel. Daniel étant une femme, étant l'étudiante justement dont un des professeurs s'est lié d'attachement et puis avec qui il sort. Et Daniel est un homme, étant un étudiant qui est toujours en thèse aussi. Donc c'est ces deux personnages qui viennent évoquer ce petit écart générationnel. Dans les invasions barbares, c'est beaucoup plus coupé en deux. D'un côté, vous avez les parents et de l'autre, vous avez les enfants. Donc quand les parents se retrouvent dans une position qui est une position délicate, c'est-à-dire une position qui vient compromettre largement leur possibilité de jouissance, là en l'occurrence le cancer. Il va se trouver que le fils de Rémi, donc de celui qui a le cancer, est un trader qui vit à Londres, qui est marié, qui a une épouse et avec qui il ne semble plus vraiment s'entendre. Donc Rémi a eu deux enfants, sa fille, je me souviens plus son prénom de sa fille, parce qu'on la voit très peu, qui vit sur un voilier en Australie, et puis son fils, qui est donc trader à Londres. Et aux difficultés liées à sa santé physique,
va lui être proposé qu'on prévienne son fils. Donc, son fils est prévenu, et ni une ni deux, il débarque en avion, et il arrive là. Donc, cette scène, elle est importante parce que c'est vraiment tout le capitalisme qui arrive. Donc, tout ce contre quoi son père a lutté. Son père est un homme de culture, supposément justement intimement persuadé par et puis convaincu par des idées qui sont des idées socialistes. Bon, et sauf que tout d'un coup, il produit un fils qui est exactement le monstre contre lequel il a essayé de lutter pendant toute sa vie. C'est le capitalisme, c'est le trader, c'est celui qui fait ce que personne ne comprend, qui est dans la mathématisation de sa vie et de son monde et de son métier, telle sorte que justement, le seul moment où on le voit parler et avoir un échange, qui est un échange qu'on suppose professionnel, c'est pour négocier des prix. Donc c'est des prix, c'est des différences de chiffres, la façon dont il est mis en scène. Donc, cette position, c'est la position initiale. Mais sauf que ce qu'on va voir, c'est que son fils, certes, d'accord, il est revenu à, disons, à une austérité qui est une austérité contre laquelle son père a lutté, mais son fils, il fait les choses. Quand il a besoin d'une chambre d'hôtel, bah, il trouve un moyen d'en avoir une. Quand il a besoin d'une chambre spéciale à l'hôpital pour qu'il se sente confortable, bah, il trouve une manière de lui procurer et de faire en sorte que les choses se passent bien. Donc certes, il lui amène à la fois du confort, mais il lui amène de la possibilité que toute sa culture ne lui permette plus d'avoir. Cet enjeu de l'hôpital et donc du déclin institutionnel est effectivement important dans ce film. C'est-à-dire, ce qui est dit, c'est qu'un homme comme justement Rémi, est un homme aussi qui se confronte aux conséquences institutionnelles de ces générations, de cette idéologie post-industrielle. Des conséquences paradoxales, c'est-à-dire que l'hôpital a plus les moyens, l'hôpital est débordé, l'hôpital en fait ne permet pas de garantir des conditions qui soient des conditions acceptables ou bonnes. Donc le capitaliste, son fils, arrive là-dedans. Et il arrive, en plus, au bras justement de son épouse, qui est une sorte d'incarnation de la femme, de l'épouse patriarcale. C'est celle qui se tait, c'est celle qui a une voix douce, c'est celle qui s'efface devant son mari, qui surtout ne dit pas un mot, qui est d'ailleurs, qui fait des expertises d'histoire de l'art. Donc, elle s'intéresse au milieu esthétique, donc elle a quand même de la culture, mais dans un cadre qui est un cadre de celui du marché, qui n'est pas un cadre justement tel que le pourrait à la limite le reconnaître Rémi, qui lui travaille dans un cadre académique et donc institutionnel. Elle est dans une culture qui est une culture au service du marché. Il y a une scène très touchante dans ce film par rapport à ce personnage. Il y a à un moment donné elle reçoit un coup de téléphone de son travail à Londres et qui lui propose d'aller expertiser en fait des sculptures qui sont entreposées dans une église et de rencontrer je sais plus, je crois que c'est un prêtre qui l'accueille dans mon souvenir, ou en tout cas l'homme d'église qui l'accueille. Et l'homme d'église l'amène dans le sous-sol où est supposément entreposé toutes ces sculptures qui pour lui n'ont pas de prix. Et elle regarde tout ça dans l'ombre, prenant la poussière, et elle dit, ça vaut rien en fait ça. Et très gentiment, et elle lui dit, Ça n'a on pas a de prix. changé, on a changé de monde. Ça ne parle plus de notre époque, ce que vous avez là. Et donc lui, évidemment, le prêtre est assez touché. On a l'impression qu'il est assez triste. Voilà, là, ça, c'est aussi, je vous donnais cette scène-là parce que ça cristallise. Vous voyez, ça redouble. C'est les enjeux du film. Donc, d'une certaine manière, cette époque qui touche à sa fin, qui s'est nourrie aussi justement d'une contestation des grands récits, d'un postmodernisme qui révélait les jouissances, qui amenait aussi une liberté, une libération. Et puis de l'autre, l'avènement, on n'est pas tout à fait encore à l'hypermodernité. Ça, c'est ce que je vous dirais plutôt dans la référence
au troisième film, mais on est dans une post-modernité qui se rétrécit sur elle-même, qui se recroqueville, qui est assiégée, et peut-être justement la référence encore aux invasions barbares, qui est assiégée par des mécanismes qui étaient les mécanismes de la modernité initialement, c'est-à-dire les mécanismes du capitalisme et du coup du néolibéralisme qui n'arrive plus à empêcher, dont il n'arrive plus à empêcher les assauts. Donc ce fils, il arrive là, il fait tout le travail. Il fait tout le travail, qui est un travail pragmatique, pour encadrer la mort de son père. Mais sauf que cet encadrement de la mort de son père va nous faire voir aussi un homme qui est capable, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de contester la loi. Et il le fait à 2 reprises. La première reprise, la première fois où il fait ça, c'est lorsqu'il s'agit de trouver une chambre justement dans l'hôpital. Et là, bon capitaliste qu'il est, il se joue du déclin des structures institutionnelles, c'est-à-dire qu'il va donner un petit billet à la directrice de l'hôpital, il va donner un petit billet au syndicalisme, et puis, ni une ni deux, il y a tout d'un coup un étage qui était un étage totalement désaffecté, qui ne servait à rien, puisqu'il n'avait pas le droit de faire loger des patients dans cet étage-là, pour des raisons, pour des questions de normes. Tout d'un coup, cet étage est repeint, et une chambre est presque construite intégralement pour accueillir son père. Ça, c'est la première fois où il contourne les règles. La deuxième fois, c'est quand il s'agit de soulager la douleur de son père. Et là, pour soulager la douleur de son père, bah, on lui fait comprendre que la meilleure chose à faire, c'est de lui procurer de l'héroïne. Bon bourgeois qu'il est, et puis peu familiarisé à ce genre de marginalité, lui, il sait absolument pas où trouver de l'héroïne. Où est-ce qu'on trouve de l'héroïne à Montréal? Donc du coup, il se dit, bon, il faudrait que je me mette en contact avec quelqu'un qui saurait. Bah, qui sait, évidemment, c'est les toxicomanes. Et il se trouve que la fille d'un des personnages donc, du premier, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le personnage de Diane, qui était celle qui faisait l'interview au début. Diane a eu une fille qui est une fille toxicomane. J'allais dire polytoxicomane, mais en tout cas toxicomane et héroïnomane. Donc tout d'un coup se rencontrent, d'une certaine manière, les deux figures générationnelles. Cette figure de la toxicomane complètement en déchéance, et c'est vraiment comme ça que le personnage est traité, prise au piège de l'héroïne, prise au piège de son oisiveté, prise au piège de son renoncement, prise au piège de sa dépressivité fondamentale, je dirais. Et puis cet homme proactif, pragmatique, mettez toutes les qualificatifs que vous voulez qui viendraient déterminer la prédominance de l'action dans sa façon de fonctionner, et vous avez effectivement cet homme. Et la rencontre surprenante. Cette rencontre va donner lieu à une sorte d'alliance. C'est-à-dire que d'une certaine manière, là va commencer à travers ce couple-là, ce couple improbable, à pouvoir se dessiner quelque chose de ce qu'on va pouvoir appeler l'hypermodernité ensuite. La toxicomane et le trader. Vous voyez que c'est là deux attitudes qui sont deux attitudes opposées dans la façon dont justement on assume et on affronte cette question de la postmodernité. Soit par un retour au capitalisme et justement à l'économie de marché au détriment des idéologies, soit en tombant dans une addiction qui viendrait supprimer tout enjeu subjectif même. Deux façons de se supprimer. L'alliance, elle, va être bénéfique. Elle va être bénéfique parce que, d'une part, justement, elle va pouvoir aussi bénéficier de l'argent, en fait, du fils de Rémi, pour pouvoir se procurer elle-même de l'héroïne. Et puis aussi, elle va rentrer en contact avec quelqu'un qui fonctionne pas comme elle, qui peut-être a un peu moins de complaisance vis-à-vis de ce qu'elle vit, qui peut-être va pouvoir reconstruire un peu d'autorité en elle, et justement un peu d'idéal du moi. C'est-à-dire que justement, Diane, ce qui est aussi révélé, c'est que les hommes qu'elle a choisis étaient des hommes qui, disons, avaient du mal avec leur position de père.
Et c'est un des enjeux qui va être révélé par rapport à ce personnage de la fille de Diane, c'est-à-dire elle n'a que sa mère dans cette histoire. Et peut-être qu'à travers le fils de Rémi, elle va pouvoir reconstruire quelque chose d'une présence paternelle, d'une présence masculine, bon, d'une certaine manière, d'une identification relevant justement de la problématique de l'idéal du moi, c'est-à-dire reconstruire un tout petit peu de relation, ou de possibilité de relation avec les autres comme avec elle-même. Le film se termine, je me permets de le spoiler un peu, le film se termine par la mort de Rémi. Et la mort de Rémi se fera dans cette même maison de campagne que dans le premier, et cette fois-ci par une injection qui sera une injection d'héroïne. Donc vous avez là, d'une certaine manière, là où ce qu'on pourra analyser comme étant une jouissance même dans la mort. C'est moi qui me donne la mort au moment où je le veux, quelles que soient les raisons. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de porter un regard négatif ni positif là-dessus. C'est-à-dire que là, on a des individus qui s'autorisent d'eux-mêmes par rapport à un droit, par rapport à une liberté qui est une liberté quand même fondamentale. Droit de vivre, droit de mourir. Donc évidemment en marge de la loi. Père et fils sont ici réunis. Avec une cause qui nous parlera et qui sera aussi... c'est pour ça que c'est bien fait, que c'est la question de l'euthanasie qui est quand même posée, parce que c'est une question effectivement délicate à cet endroit-là. Où s'arrête la liberté? Et il y a peu de questions qui posent exactement cette question-là. Où s'arrête la liberté? La liberté, eux, ils n'estiment pas qu'elle s'arrête là. Ils estiment qu'elle doit continuer jusque-là. Donc ça, c'est le deuxième film. J'espère vous avoir fait un peu pressentir comment ça se déplaçait vraiment de disons, ce premier temps de la postmodernité, avec toutes les illusions que ça a construit, et les illusions aussi par rapport à une émancipation libératrice, et jusque, disons, aux symptômes de la postmodernité, symptômes on peut voir dans le retour du capitalisme, ou ce qu'on a appelé le néolibéralisme, ou alors au contraire dans cette toxicité sociale, on pourrait dire, qui est incarnée dans le personnage de la fille de Diane. Je sais pas s'il nous reste un petit peu de temps, Olivier, tu penses que je continue sur le troisième? Est-ce que ça va, vous tenez le coup? Je continue un petit peu sur le dernier. Oui, ça va? Bon, alors je vais continuer. Je vais essayer de faire pas trop long, comme ça on aura le temps de pouvoir en parler ensemble. Donc le troisième, il sort en 2018. Il s'appelle La chute de l'Empire américain. Bon, je vous préviens, le film est je trouve moi beaucoup plus complexe à analyser. Il est plus complexe parce que déjà, il est un peu surprenant. Il est un peu surprenant parce que l'angle qui est pris, vous avez un personnage principal qui s'appelle Pierre-Paul Daou. Pierre-Paul Daou, c'est un docteur en philosophie qui travaille comme livreur à Montréal. Bon, ça c'est le personnage principal. Maintenant, a priori, justement, c'est tout le problème. Il lui arrive rien à ce Pierre-Paul Daou. C'est-à-dire que ça fait pas un film, cette histoire-là. Donc, comment il va avoir une histoire, ce monsieur? Parce qu'il faut bien quand même nous raconter quelque chose. L'histoire va venir du dehors, elle va pas venir de lui. Contrairement aux deux autres films où on pourrait dire un tout petit peu que le deuxième, ça vient par la maladie, mais ça reste quand même justement une histoire qui est une histoire d'articulation familiale. Dans le troisième, il n'y a rien qui laisse présager d'une histoire. Et d'ailleurs, les premiers contacts qu'on a, les premières scènes qu'on a avec ce Pierre-Paul Daou, c'est le moment où il se sépare de sa copine qui est serveuse. Parce qu'il souffre de son intelligence. Bon. Donc il fait un discours qui est un discours sur la marginalisation de son intelligence et puis de sa culture, et de la non-reconnaissance de son intelligence et de sa culture. Bref. Donc jusque-là, pas d'histoire. L'histoire, elle vient de l'extérieur, et évidemment, elle vient par ce qui
cristallise la contestation de la loi de manière beaucoup plus radicale, c'est-à-dire par un braquage. Il se trouve que ce livreur, Pierre-Paul Daou, est au milieu d'un braquage qui tourne mal. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a un legs. Le legs, c'est le legs des criminels à ce personnage-là. Il se retrouve au milieu en fait d'une fusillade entre ceux qui ont braqué un des coffres et puis un vigile, et puis tout le monde meurt dans cette histoire-là. Il finit par récupérer des sacs pleins d'argent. Il se saisit de sa chance. Donc c'est intéressant, vous voyez comment là, la question justement du rapport à la loi, elle est tout de suite là, tout de suite présente. Là où dans les deux autres, on était dans le premier dans un rapport de contestation et un rapport de contestation morale lié aux pratiques sexuelles, lié à la façon de s'organiser le couple, c'est-à-dire une remise en question des institutions qui sont des institutions morales avant tout. Et le deuxième, par la question justement de la toxicomanie, par la question du contournement des règles. Là, il ne s'agit plus de contournement de règles, il s'agit d'un crime. Et en l'occurrence, d'un meurtre, de plusieurs meurtres. Donc, on a vraiment encore dépassé, franchi un cap. Donc, l'histoire, elle commence là. Il se retrouve donc avec ses valises remplies de billets dont il ne sait pas quoi faire, ce docteur en droit, ce docteur en philosophie, livreur. Donc, à partir de là, effectivement, il y a une intrigue, c'est-à-dire qu'il a réussi à mettre la main sur la lettre volée dont tout le monde parlait, enfin, dont Lacan parlait justement dans ce contexte en relisant le conte d'Edgar Allan Poe, c'est-à-dire sur l'objet du désir. Là, l'argent est mis dans la position de l'objet du désir. Enfin, ça va lui permettre de se réaliser. Grâce à cet argent, il va avoir une histoire et il va y avoir un film. Donc cette lettre, ou en l'occurrence ces billets de banque, le problème c'est qu'elle pèse lourd. Comment faire subjectivement pour assumer cette responsabilité? Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà vécu ça, d'avoir des valises entières de billets de banque chez vous, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Moi pas, mais donc du coup, il faut apparemment faire quelque chose. Donc on découvre avec Pierre-Paul Daou qu'il faut faire quelque chose et que c'est un peu embarrassant. Et là, il va y avoir donc l'apparition à cause de ce problème-là, j'insiste là-dessus parce que c'est pas au-delà de la blague, c'est un point narratif extrêmement important. S'il avait pu gérer ça tout seul, on serait dans une démonstration justement de l'auto-engendrement que pourrait supposer la deuxième phase de la postmodernité, telle qu'il s'incarne dans le personnage du fils capitaliste. S'il avait su quoi faire de cet argent, il aurait eu besoin de personne, il n'y aurait pas eu de relation qui serait impliquée, et finalement, il n'y aurait pas eu besoin justement de penser notre époque à travers peut-être d'autres pairs que ceux uniquement de la postmodernité. Il se trouve que justement, il est démuni. Avec toute sa culture, toute sa gentillesse, toute sa bonne volonté, il est démuni face au poids du capital. Et là, il va faire appel à différents personnages. Je vous les donne dans l'ordre. Le premier, il essaye de trouver en fait un conseiller financier et il se trouve que le conseiller financier, le seul qu'il estime susceptible de pouvoir l'aider, est un ancien repris de justice, c'est-à-dire un ancien criminel qui est en train de se reconvertir et de faire une formation pour pouvoir sortir de prison et avoir un métier en tant que conseiller, je sais plus ce que c'est pas conseiller fiscal, il fait des études d'économie, de gestion. Bon, bref, en tout cas, quelqu'un susceptible, dans l'imaginaire de Pierre-Paul Daou, de pouvoir l'aider un petit peu sur comment faire avec son argent. Ça, c'est la première relation, le criminel. Le criminel en rédemption. Deuxième personnage, qui est un personnage fascinant, faut quand même le dire, c'est le personnage d'Aspasie. Et Aspasie, Aspasie, c'est qui? C'est la call girl. Il se trouve que, évidemment, il va, comme la question du bagage, du capital, va avec les questions de la jouissance, bah lui, il s'en saisit, mais radicalement. Qu'est-ce qu'il veut faire de l'argent? Bah, ce qu'il veut, c'est une escorte. Et d'ailleurs, la plus belle, et la plus intelligente, et la plus, et tout ce que vous voulez.
Et il se trouve que cette femme, elle s'appelle Aspasie. Aspasie, il y a un clin d'œil qui est assez touchant. Aspasie, c'est un prénom qui fait référence à la femme supposée de Périclès. Périclès, pour vous le rappeler, Périclès, c'est à lui qu'on attribue l'avènement de la démocratie athénienne. Et on disait d'Aspasie que c'était donc déjà que c'était une étrangère, que c'était une femme d'une grande culture qui aurait beaucoup influencé Périclès dans l'organisation de la démocratie athénienne, qui était une femme qui était aussi, je crois, la cousine d'Alcibiade dans mon souvenir. Je crois que c'est ça, je crois que c'est la cousine d'Alcibiade. Faudrait vérifier. Mais en tout cas, un personnage qui est un personnage justement assez équivoque, assez trouble, très intéressant, parce que justement, ça fait partie de ces quelques figures qui étaient des figures de l'étrangère, vraiment disons, de ce qui posait problème dans la consanguinité démocratique athénienne. C'était a priori quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui pourtant là était prise comme conseillère et qui a joué un grand rôle dans l'avènement de la démocratie athénienne. Donc Aspasie, en plus de ça, elle était considérée comme une des premières ou une des plus emblématiques péripatéticiennes, c'est-à-dire que c'était une courtisane antique. Elle jouait de ses charmes, on ne sait pas jusqu'où elle jouait de ses charmes, ou plus exactement, je ne sais pas jusqu'où elle jouait de ses charmes, là, j'en sais rien, mais elle avait cette réputation-là. Donc, c'est pas pour rien que Denis Sarkhan ait appelé ce personnage-là Aspasie, il l'a appelé justement comme étant la call girl par excellence et la courtisane par excellence, celle qui va faire le jeu du pouvoir. Et elle arrive dans ce jeu-là, dans le jeu de ce film, de cette manière-là. Elle arrive comme l'objet du désir, cet autre objet du désir. Là, on avait les billets de banque, vous vous souvenez, les sacs, et maintenant, on a Aspasie qui rentre en jeu. Avec tout l'enjeu de la sexualité, avec tout l'enjeu aussi de la relation qui va se construire avec Pierre-Paul Daou, où lui va tomber évidemment follement amoureux d'elle. Et elle va raconter par bribes un peu de son histoire, de pourquoi elle est devenue call girl, pourquoi elle est devenue escorte, pourquoi elle est devenue courtisane. Et donc les deux vont se trouver un peu comme ça. Ça, c'est la deuxième relation. Et la troisième relation découle de la rencontre avec Aspasie. C'est la relation avec un avocat fiscaliste qui va permettre à en fait ce trio, donc le criminel en rédemption, Pierre-Paul Daou et puis Aspasie, de faire quelque chose de cet argent et de pouvoir le mettre en sécurité. Donc, cet avocat fiscaliste, il va permettre à ces trois autres personnages de créer un montage qui sera un montage fiscal pour faire en sorte que cet argent qui, du coup, n'est pas légitime, a priori, devienne un argent exploitable et donc légitime. Donc, évidemment, ce personnage-là, il va être intéressant parce qu'il va venir directement interroger les limites avec la loi. Il est intéressant aussi parce que c'est dans la continuité du personnage du capitalisme, du fils capitaliste du deuxième. Le fils capitaliste du deuxième, c'est un pragmatique qui fait son boulot, qui gagne son argent, qui fait ce qu'il a à faire, qui en fait ne se soucie pas de la loi. L'avocat fiscaliste justement de la chute de l'Empire américain, c'est quelqu'un qui est avocat, donc qui se soucie justement énormément de la loi et qui s'en soucie justement pour pouvoir après la contourner, pour pouvoir voir à quel point la loi précisément permet de pouvoir faire avec ses manquements, avec ses insuffisances. Donc, à la fin de ce film, ce qui se dit, c'est que bon, l'argent est donc réhabilité dans le système bancaire traditionnel et puis légal. Mais la surprise, c'est que il y a des personnages qui sont dans une rédemption et en même temps qui trouvent une vocation qui est une vocation peut-être subjective, mais qui est aussi une vocation sociale. C'est ça l'intérêt de ce troisième film. C'est qu'on part d'une situation où le social est démembré, où il n'y a rien, justement où il n'y a pas de relation. C'est pour ça que ça commence par une rupture aussi. Il y a du crime, il y a des gens qui sont isolés,
Il y a des gens qui sont pas appréciés pour ce qu'ils font, d'où le fait, l'écart entre la question du livreur et puis en même temps le doctorat de philosophie, où il n'y a plus de cohérence sociale. Donc on est dans une déstructuration du social. Et on en arrive à une situation à la fin où le personnage qui était criminel devient donc, aussi par cette expérience, s'inscrit d'autant plus dans sa vocation professionnelle et donc réhabilité. Aspasie, qui était donc à la marge, en étant call girl, finit par, en tombant amoureux de Pierre-Paul Daou, rejoindre son projet. En l'occurrence, son projet, c'est de s'impliquer dans une association caritative pour aider les sans-abri à Montréal. C'est-à-dire pour aider les produits, justement, de cette déstructuration sociale. Et je dis produits, précisément, parce que il s'agit bien de ça, de l'extrémité de la pauvreté et de la paupérisation, qui fait que il n'y a plus aucun moyen de parler d'eux qu'en termes de produits de la pauvreté, produits du capitalisme, produits de la société. Jusqu'au point, justement, d'oublier la dimension subjective. Mais donc là, on en arrive à une sorte de reconstruction, une ébauche de reconstruction du social, par tous ces biais-là, par tout ce fil narratif-là. Cet homme s'est construit une histoire à travers un événement qui était le symptôme de la destruction sociale. Il s'est construit une histoire, non pas au service de son narcissisme et de sa petite personne, mais au service, là pour le coup, d'une possibilité de réorganiser ou de contribuer à réorganiser le social. D'où la fin. Et la fin de ce film se termine sur des clichés, justement des SDF, de l'association. C'est intéressant que ce soit pas c'est pas des plans séquences, c'est des images de SDF, justement. Des individus figés dans une position. Comme si presque ce qui était en jeu pour Denis Arcand, c'était aussi, au-delà de nous faire voir la misère, de nous faire considérer aussi la reprise d'un mouvement, qui est un mouvement social. Je trouve ce film très intéressant parce que les personnages respectifs qui se posent, que ce soit Aspasie, moi j'ai eu des patientes j'ai eu une patiente qui se rapprochait, enfin, qui se rapprochait beaucoup en fait de cette femme. Bon, peut-être qui venait d'un milieu peut-être un peu moins aisé, mais quand même, c'est-à-dire les attentes qu'elle avait vis-à-vis des hommes, les désillusions, la façon dont elle se positionnait socialement, la façon dont elle vivait totalement en autarcie. Elle vivait vraiment, elle pouvait vivre à Paris, et puis après elle déménageait à Monaco, puis après elle allait à Nice, et puis elle vivait nulle part, mais en même temps sans se sentir particulièrement nomade. Elle était déracinée de tout ancrage social. Ce qui met beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et ce qui rend d'autant plus difficile dans un travail thérapeutique d'arriver à lui faire comprendre que peut-être qu'il y a des choses qui la dépassent un petit peu. Ce qui relève classiquement quand même d'une problématique de l'inconscient. Qu'il y a des choses qui peut-être qui vont mettre du temps à s'élaborer, parce que ce facteur temps est aussi important. Donc on a tous ces personnages qui sont là pris dans une problématique qui n'est plus la problématique postmoderne, qui est véritablement une problématique qu'il va falloir penser à travers d'autres termes, à travers d'autres concepts. Cette année, je mettais un peu au travail avec vous la question de l'hypermodernité pour juste vous présenter peut-être une vision, un concept qui permettrait d'avancer, de mettre en lumière certains mécanismes. Je pense que c'est pas le seul. Mais il y a quelque chose qui se passe dans cette clinique-là, maintenant j'en parle en termes cliniques, dans la façon dont un désir social commence à se reconstruire, notamment lorsqu'il passe par l'épreuve de l'importance des relations. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe aussi et qui se met en avant dans le film. C'est-à-dire que les objets du désir, les deux objets du désir, que ce soit lié à la sexualité et à l'idéalisation de la partenaire, ou que ce soit la question de l'argent, bah en fait, ils font pas long feu, quoi. C'est-à-dire qu'on vit pas avec des objets de désir. L'objet A, c'est tout l'enjeu justement de la formule de Lacan par rapport au psychotique et l'objet A, c'est que le psychotique, il a l'objet A dans la poche, mais il sait très bien que justement, s'il le sort, cet objet A, cet objet du désir, bah ça rend fou.
Ça rend fou précisément parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien d'autre. Ça happe complètement. L'objet A, c'est aussi le moment, l'objet du désir, c'est aussi le moment où il n'y a plus d'histoire. Où il y en a peut-être jamais eu, mais où il n'y en aura plus. Ce qu'il y a d'intéressant dans ces personnages, c'est qu'ils se rendent compte que l'objet du désir, ça va pas leur suffire à exister en tant que sujet, et ça va pas leur suffire pour avoir une histoire qui serait éventuellement la leur. Donc, c'est ce que je trouve intéressant. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de vous présenter un petit peu dans la façon dont je réfléchis ces questions-là pour l'instant. Et, et j'aime à penser que ces films quand même c'est une étape dans la façon dont on essaye de s'ouvrir à ces autres façons d'écouter la clinique aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté.